Salut l'équipe. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'effet cravate. Les banquiers, les avocats ou encore certains managers portent des cravates. Cette pratique est liée à la fonction ou au métier exercé. Mais pourquoi portons exactement des cravates? Chaque élément vestimentaire est susceptible de moduler le comportement de nos semblables par des codes implicites qui véhiculent souvent des stéréotypes. Si certaines personnes peuvent décider de ne pas s'y conformer, l'expérience montre que ces schémas préconçus sont pratiquement indestructibles, étant donné qu'ils sont bien ancrés dans les représentations collectives. Le psychologue Nicolas Guéguin et ses collègues, au laboratoire des techniques d'influence à Vannes, ont simulé un vol dans un magasin de disques. Le voleur était un membre de l'équipe vêtu soit en jean et basket, soit portant un costume et une cravate. Dans leur mise en scène, le voleur se plaçait dans les rayons à proximité d'un client et en s'excusant tendait le bras, prenait un disque et le cachait sous sa chemise. L'examen des caméras de surveillance montrait que le client, dans tous les cas, voyait bien qu'il se passait quelque chose d'anormal. Notre complice voleur passait ensuite dans un autre rayon. Un agent de sécurité porté non loin de là est informé de l'expérience en cours affichait une parfaite indifférence. Les psychologues ont compté le nombre de personnes qui ont averti le vigile. Les résultats ont révélé que 35% des personnes ont signalé le vol au vigile lorsque le coupable était vêtu en jean, mais seulement 11% quand celui-ci portait un costume et une cravate. Dans une autre expérience, les psychologues ont demandé au complice voleur de rester à proximité de la personne témoin de la scène après avoir subtilisé le disque. Dans ce cas encore, on observe que le client spectateur du forfait ose faire une remarque au voleur 3 fois plus souvent que lorsque ce dernier est habillé négligemment. Nicolas Guégan déduit alors que le costume et la cravate seraient, semble-t-il, la tenue à porter pour commettre des larcins. Mais comment expliquer cette observation? Il existe des stéréotypes portant sur les qualités d'une personne en fonction de sa tenue vestimentaire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Selon cette interprétation, du fait que l'on imagine mal un voleur en costume et en cravate, la personne assistant au vol ne comprend pas le geste et cherche une autre explication que celle fondée sur sa seule observation. Toute cette réflexion demande un travail cognitif supplémentaire qui l'empêche de réagir de manière appropriée. Dans l'autre situation, celle d'un voleur typique, les choses sont claires. Elle n'exige pas de délai de réflexion supplémentaire et impose de faire quelque chose. On pourrait observer que dans cette expérience, l'apparence du protagoniste est peu compatible avec son comportement. Dans d'autres circonstances plus conventionnelles, on peut supposer que l'apparence vestimentaire aurait un rôle moins important. Sauf que d'autres études montrent que ce n'est pas le cas. Les psychologues américains Marvin Buska et Patricia Beatty de l'Université du Nord du Dakota ont demandé à deux personnes de discuter alors qu'ils se tenaient éloignés l'un de l'autre de 1,5 m au milieu d'une foule de piétons. Selon le cas, les interlocuteurs étaient vêtus à la façon des cadres, c'est-à-dire costume et cravate, ou de façon moins conventionnelle, jean et t-shirt. Les membres de l'équipe observaient alors la proportion de piétons qui passaient entre ces deux personnes, ce qui suppose de les ignorer ou de faire comme si on ne voyait pas qu'ils se parlaient. Cette étude a alors permis de révéler que les passants évitent davantage la zone d'interaction des deux protagonistes de haut statut social. En un mot, on laisse les gens tranquilles lorsqu'ils manifestent des signes de statut social élevé, et on leur montre que la rue n'est pas un endroit pour discuter de cette façon, lorsqu'ils portent une tenue relâchée. Les psychologues se sont alors demandé, est-ce que la tenue vestimentaire influe sur l'attitude des gens qui passent à côté d'un mendiant? La réponse est oui. Le psychologue Chris Klenk, de l'université de l'Alaska à Anchorage, a montré qu'un homme et une femme mieux habillés, c'est-à-dire costume et cravate pour l'homme, tailleur, chaussures de luxe pour la femme, obtiennent plus d'argent quand ils font la manche dans la rue que lorsqu'ils sont mal habillés. Au-delà du côté inhabituel de ces situations, on en est réduit à des hypothèses lorsqu'il s'agit d'expliquer de tels comportements. Selon Klenk, une personne de belle apparence aurait davantage de légitimité à demander de l'argent. Selon l'hypothèse, peut-être inconsciente, qu'il ou elle a certainement perdu son portefeuille ou qu'on lui a volé, alors qu'un mendiant ne fait pas d'effort pour s'en sortir, ou bien, si on lui donne, il ne sera jamais poussé à changer. D'autres études ont été menées sur l'apparence vestimentaire comme indice du statut possible d'une personne. Et dans l'ensemble, le résultat met toujours en avant un avantage pour la personne qui a été vêtue avec élégance. Par exemple, les gens s'écartent plus d'un banc pour laisser la place à une personne bien vêtue, ils l'aident plus volontiers à ramasser des documents ou de la monnaie qu'elle vient de laisser tomber, ou encore un automobiliste peut s'arrêter plus facilement au passage piéton pour laisser passer la personne. Certains soutiennent que le costume et la cravate impressionnent, ou qui traduisent le pouvoir de leur propriétaire, lequel pourrait mal prendre un manque de respect. En réalité, nous dit Nicolas Guéguin, l'explication réside sans doute sur des associations plus diffuses et des comportements non volontaires. La psychologue Solomon et ses collègues ont demandé à un petit garçon âgé de 9 ans de jouer le rôle de l'enfant perdu. En condition d'apparence vestimentaire neutre, l'enfant portait un jean et une veste avec une fermeture éclair. En condition d'apparence vestimentaire dite supérieure, il portait un pantalon à un pince et une veste. L'enfant prétendait s'être perdu et demandait aux passants de téléphoner à ses parents. Si on lui posait des questions, l'enfant expliquait qu'il faisait des courses avec sa mère et qu'il avait été séparé d'elle.
Il agissait comme s'il avait peur et montrait une carte où était inscrit le numéro de téléphone de sa famille. Les résultats ont révélé que 73% des passants ont téléphoné aux parents de l'enfant lorsque celui-ci était vêtu d'un pantalon à pince et d'une veste, contre 47% seulement dans la condition où il était vêtu de manière plutôt neutre. S'agissant d'enfants, on aurait pu penser que le statut social n'avait pas d'importance et que l'aide apportée serait inconditionnelle. Sauf que, comme nous venons de le voir, il n'en est rien. Les raisons de cette différence de comportement restent à élucider. Les chercheurs se sont posé la question suivante. Faut-il choisir plutôt certains tons que d'autres pour se rendre à un entretien d'embauche? Les psychologues Mary Danhorst et Anne Pinner-Reid de l'Université du Texas ont demandé à des recruteurs d'évaluer sur la base de photographies des candidats et des candidates à un emploi. Selon le cas, ces personnes portaient des vêtements plutôt sombres ou plutôt clairs et colorés. Les psychologues ont constaté que les recruteurs femmes jugeaient plus favorablement les candidates femmes vêtues dans des tons clairs ou colorés, alors que les recruteurs hommes évaluaient plus favorablement les candidats portant des couleurs foncées. Dans tous les cas, ce sont les hommes aux couleurs sombres qui ont été les mieux évalués. L'interprétation de ces résultats repose sur le sens que les hommes et les femmes attribuent aux couleurs. Selon les auteurs de l'étude, les femmes, y compris au poste de recrutement, valoriseraient plus que les hommes les qualités d'indépendance des candidats. Pour cette raison, elles seraient plus attirées par des vêtements moins conformistes. Cependant, étant donné leur approche du monde du travail et de l'entreprise, les hommes mettent davantage l'accent sur le pouvoir. Ils percevraient les couleurs sombres comme des symboles de ce pouvoir et préféreraient les personnes vêtues ainsi. Le psychologue Al Davry a montré qu'un prévenu portant une chemise noire était perçu comme beaucoup plus agressif, et qu'un suspect portant également une chemise noire était plus souvent jugé coupable. Donc, si l'on se base sur tout ce que l'on a dit avant, nous saurons adapter notre tenue vestimentaire lors de nos entretiens d'embauche. Malheureusement, on ne choiit pas toujours en termes de raisonnement parfaitement objectif et rationnel. Nous allons maintenant nous focaliser sur le pouvoir des hormones. Notre chimie interne, et plus particulièrement celle des femmes, jouerait un rôle notable. Les psychologues japonais ont montré que les femmes préfèrent des vêtements plus épais en phase lutéale de leur cycle, c'est-à-dire après l'ovulation. En d'autres termes, elles montrent plus leur corps pendant les jours où elles sont fertiles, ce que la psychologie évolutionniste pourrait interpréter en faisant remarquer qu'elles optimisent ainsi leur chances de conception. D'autres travaux montrent aussi que le choix des couleurs peut être influencé par la température ambiante. Ainsi, les psychologues japonais ont montré que dans une pièce où on fait baisser la température, les gens optent pour des couleurs chaudes, comme le rouge, alors qu'une hausse de température conduit à préférer des couleurs plus froides, telles que le bleu. Est-ce que nos habits donnent des informations sur notre personne? Est-ce qu'il est possible de connaître quelqu'un rien qu'en observant la façon dont il s'habille? La psychologue Norma Compton de l'Université du Maryland a fait tester par des étudiantes de nombreuses structures et qualités de tissus, d'effets et des couleurs tout en soumettant les sujets à des tests de personnalité, mais également à des mesures anthropométriques, c'est-à-dire le poids, la taille et la longueur des cheveux. Comme on peut s'y attendre, aucun lien n'est apparu entre les préférences de texture ou de couleur et de tels paramètres anthropométriques. Mais la sociologue a tout de même remarqué quelque chose. Elle a constaté que les individus ayant des scores de sociabilité plus élevés préfèrent les tissus plus doux au toucher, les couleurs plus saturées. Les jeunes femmes les plus sociables ont une attirance pour les habits plus satinés, exprimant la douceur ou la sensualité, et pour les couleurs plus voyantes. Cependant, les participantes qui ont obtenu des scores de féminité et de satisfaction dans la vie les plus élevés sont les moins attirées par les tissus jugés les plus agréables au toucher ou à la vue. Selon Compton, ce dernier résultat pourrait attester que les personnes qui se sentent bien ne chercheraient pas des compensations par des choix de tissus variés et auraient ainsi des gammes de préférence beaucoup plus restreintes. Comme on le remarque, un vêtement est loin d'être neutre. Il renseigne sur l'individu, sur sa personnalité, et même sur l'environnement dans lequel se trouvait l'individu au moment du choix de ses vêtements. Nicolas Guéguen nous dit qu'on comprend mieux pourquoi il faut souvent y réfléchir à deux fois pour choisir. Les vêtements sont, après le visage, ce que l'on voit chez une personne. Il n'est alors pas étonnant qu'il influence sur le jugement et qu'il exerce un impact sur l'entourage. Le statut social est sans doute la première dimension à transparaître dans la tenue vestimentaire. Le statut social est sans doute la première dimension à transparaître dans la tenue vestimentaire. Ce que décrit très bien un proverbe chinois: on respecte l'habit, même si l'on ne respecte pas l'homme. Merci à vous.